Et ce sera l'épisode de demain. Ensemble, c'est mieux. Vous le savez, on aime ici les histoires d'audace, de changement de vie, de bonnes idées appliquées dans la vraie vie. Et c'est le cas avec la création de Rêve de Libellule. On vous en raconte l'histoire et c'est Ensemble les citoyens. Soyez la bienvenue, Sophie Hermine Incagnoli. Vous êtes la créatrice et PDG de Rêve de Libellule. On va raconter ce qu'est Rêve de Libellule, mais d'abord votre parcours personnel, parce que je suis sûre qu'il va inspirer tout un tas de femmes. Et ensuite, on racontera en quoi c'est une entreprise innovante. Salariée d'une entreprise depuis plus de 10 ans, maman d'une petite fille, vous annoncez à vos employeurs que vous êtes enceinte de la deuxième. Oui. Et là, la réaction, elle vous refroidit, elle vous permet d'avoir l'esprit de peut-être en partir, première chose, et de créer votre propre business. Oui. Parce que, entre guillemets, la misogynie vis-à-vis d'une femme qui veut aussi avoir une vie de famille vous a effaré. Oui, parce que c'est quelque chose dont on entend parler, mais quand on ne le vit pas, on se dit oui, ça existe, bon, on ne va pas en faire une montagne, mais le vivre de l'intérieur, ça permet de prendre un petit peu de recul et de se dire effectivement, est-ce que j'ai envie de continuer dans un milieu où je sais que quand je vais revenir, ça va être plus compliqué. Voilà. J'aurais été mis sur une voie de garage et ça sera plus comme avant. Voilà, ouais. J'ai été honnête, donc c'est vrai que j'ai... C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien, hein, quelque part. Quelque part, tout à fait. L'idée de devenir votre propre patronne germe, et c'est alors que votre deuxième fille a un besoin d'hospitalisation, oui, que vous vient l'idée de Rêve de Libellule. Racontez-nous. Oui. Alors, en fait, elle est hospitalisée pour pas grand-chose, un petit virus dont on n'a jamais su ce que c'était. Tant mieux. Mais dans la destinée, ça m'a porté chance, puisque effectivement, je suis restée 3 jours avec elle, et j'ai vu le personnel hospitalier évoluer dans cet environnement. Et ayant l'expérience de la première puis de la deuxième, je me suis dit, mais oui, effectivement, on peut faire quelque chose avec l'existant et rendre le mobilier plus adapté. D'abord, la première idée que j'ai eue, c'était de se dire, j'aimerais que ça devienne ergonomique pour l'adulte, parce que je ne sais pas si vous avez des enfants. Si, mais ce casse-tête, effectivement, pour aller les récupérer. Aujourd'hui, rien n'était adapté pour que dans les premières années... C'est adapté pour l'enfant, mais pas du tout pour ceux qui sont... Voilà, ouais, tout à fait. Donc, m'est venue l'idée du concept. Donc de faire des lits surélevés comme dans les hôpitaux pour éviter comme ça. Mais ça n'a pas été facile forcément parce qu'il fallait trouver et breveter un système de sécurité. Oui. C'est aussi pour ça que ça n'existait pas peut-être à la maison. Certainement. Quand j'ai commencé à réfléchir et que je me suis intéressée au monde de l'industrie finalement, parce que ce n'était pas un monde que je connaissais à prime abord, j'ai compris qu'effectivement quand on fait de l'innovation et qu'on veut créer quelque chose, ça prend du temps. Il faut aller rencontrer les normes. Il y a énormément d'exigences puisque les normes françaises sont une des plus drastiques au monde. Et encore plus quand c'est les enfants. Oui, tout à fait. Voilà. Et entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où le produit a pu être commercialisé, il s'est passé plus de 3 ans. Ah oui. Et effectivement, sur des marques qui ont pignon sur rue, l'innovation, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Et alors, votre concept, c'est qu'on part par exemple du lit du nourrisson qui devient un lit d'enfant. Oui. Et c'est un meuble qui perdure dans le temps, qu'on peut garder plusieurs années. Comment vous y êtes pris, même si vous aviez le goût de la création, concrètement? Alors, je suis partie du postulat que je voulais, alors plus qu'un lit, si je puis le dire comme ça, c'est une chambre, puisqu'effectivement on part de la naissance et on va jusqu'à l'adolescence. Je me suis dit après tout, si je veux faire quelque chose, et mon envie, alors le jeu de mots est facile, mais je voulais vraiment révolutionner le meuble, je me suis dit, je veux que ce soit ergonomique, qu'est-ce que je peux faire en plus? Alors, comme je veux aussi faire attention, parce que la planète qu'on a aujourd'hui, c'est celle qu'on va laisser à nos enfants demain. Je suis quand même dans le meuble pour enfants, donc ça a une lourde responsabilité. Donc je me suis dit, je vais le faire ergonomique, je vais le faire dans des matériaux sains. Très concrètement, le lit de nourrisson, il est à hauteur de bras, il est à hauteur de la maman. Pour les 18 premiers mois, voilà. Et du papa. Et du papa, bien sûr. Voilà. Ne soyons pas... Ne nous oublions pas. Non, bien sûr. On est là. Donc ça, c'est l'ergonomie. Voilà, l'ergonomie pour les adultes. Et après, effectivement, quand la chambre évolue, je me suis dit, on a commencé à travailler les matériaux, on a fait des dessins, des prototypes, et en manipulant les objets, on se rend compte finalement qu'on peut faire d'autres choses complémentaires. Donc on est parti du postulat, enfin je suis partie du postulat, que je pouvais aussi le rendre ultra évolutif, donc ergonomique pour les parents d'abord, puisque le lit est en hauteur à portée de bras du bébé. Et ensuite modulable. Et du coup ergonomique pour l'enfant. Et pour le porte-monnaie, c'est pas mal, on achète moins. Voilà, vous achetez directement
3 ou 4 chambres d'un seul coup. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, c'est évidemment très à rebours de l'esprit de surconsommation, même si, au final, c'est vrai que ça coûte un peu cher à l'achat. Alors, ramener à 7 ans ou plus, évidemment, mais quand même, la chambre intégrale, c'est 1 900 €. Voilà. C'est aussi le prix de la fabrication 100% française. Ça joue aussi, effectivement, le fait que ce soit 100% made in France. On est sur des entreprises qui, on le sait, en France, ont des charges plus élevées. Les matériaux sont nobles, ça joue aussi. Le fait que ce soit sans matières toxiques, ce sont des matériaux qui sont plus recherchés, plus travaillés. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que quand on vous dit... Mais le monde de l'enfant, mais le monde de l'enfant coûte tellement cher. On voit des poussettes aujourd'hui à 1 000 €. On peut aller, oui, tout à fait, dans des tarifs complètement... Donc, oui, après, ça peut être un frein dans l'acte d'achat du départ, mais c'est une autre philosophie, une autre façon de consommer en réalité. Mais même aujourd'hui, puisque j'ai le recul de la première année de commercialisation, l'idée, c'était de faire quelque chose où je vends en direct. Comme ça, je peux le proposer à la plus large population, avec des systèmes de paiement pour faciliter, pour justement que le plus de parents possible puissent y accéder. Et quand on explique tout ce que ça peut faire, la réaction des gens, c'est de se dire, mais finalement, c'est pas cher. Oui, c'est ça. Et si on divise par 7, par 7 ans, on voit calcule, bien. Voilà. Bien sûr. Et puis avec ce qui existe aujourd'hui sur le marché, je suis très compétitif parce que même moins cher que certains produits qui sont moins évolutifs. Alors on le disait, une entreprise innovante dont on voulait parler. Vous, l'entrepreneuriat, vous l'avez donc appris sur le tas. Oui, tout à fait. Pour justement toutes ces femmes qui hésitent peut-être à se lancer, ou tous les hommes évidemment, car ils hésitent moins. Qui n'hésitent pas, mais surtout, quelle grande difficulté à laquelle vous avez dû faire face? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme grande ligne de conduite ou de conseil? Alors, là, je parle vraiment en tant que femme, parce que pour la femme, c'est pas plus compliqué, c'est une décision plus difficile à prendre parce qu'on ose moins. Finalement, on ose moins. On se met soi-même un petit plafond vert. Mais c'est notre éducation, c'est la culture française, c'est comme ça, c'est assez patriarcal, donc ça rejoint un petit peu. Mais donc, en gros, c'est foncer, mais qu'est-ce que tu vas faire ça par exemple. Mais de se dire, il faut oser, il faut se faire confiance. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est si on se lance, il faut qu'au sein de son foyer, tout le monde soit d'accord. Que ce soit solide. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une super aventure, mais on rentre dans un univers de solitude aussi. Donc, il faut du soutien à l'intérieur. Et vous avez choisi de rejoindre un réseau aussi, Femmes 3000. Alors, c'est quoi vraiment? Mais c'est quoi? C'est un réseau d'entraide ou c'est un collectif? Alors, Femmes 3000, c'est plutôt un collectif dans un environnement bienveillant. Voilà. Alors, oui, c'est un réseau d'entrepreneurs femmes. Un réseau de femmes. Alors, pas qu'entrepreneurs. On a des salariés, des entrepreneurs, des femmes retraitées. Mais on discute, on se donne des conseils. Chacune apporte son savoir-faire, ses connaissances, sa technicité. Et du coup, ça donne vraiment un ensemble bienveillant d'échanges qui permet à chacune d'avancer là où elle a envie d'avancer. Et justement, souvent on en parle ici, pour éviter la solitude face à sa propre idée de monter son business. Il y a plein de réseaux qui existent, n'hésitez pas à les solliciter, notamment en Ile-de-France. Ils sont hyper dynamiques, c'est pour ça qu'on voulait parler de Femmes 3000. Merci beaucoup, Sophie et Hermine Cagnoli. On vous souhaite plein de rêves et de libellules. Je continue. On va repartir.